Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. C'est juste pour vous dire avant que la vidéo ne commence que j'ai eu un petit souci de son. Voilà, je sais pas pourquoi, le son s'est mal enregistré. Donc ça va titiller un peu l'oreille au début, mais après on s'y fait facilement. Et autrement, si vous aimez les vidéos que je fais, le contenu que je partage, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager, à débattre. Voilà, ça donne beaucoup de force. Vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir. C'est du lourd, je vous le garantis. Sur ce, bon visionnage et gros bisous. Vous avez choisi Psychologie des foules, mais vous allez bugger. Alors, je tourne cette vidéo sous 40 degrés. Si je transpire un peu, pardon pour l'odeur. Alors, cette vidéo sera en 4 parties parce que vous n'êtes pas prêts pour tout d'un coup. Ah, et dernière chose, pour illustrer tout ce que je vais raconter, on va prendre une scène du film Le Monde de Nemo, plus précisément celle où des sardines sont prises au piège dans un filet de pêche. Vous allez comprendre. La première chose à savoir, et c'est important pour la suite, quand une personne entre dans la foule, à distinguer du groupe, en gros, un groupe, c'est une classe d'étudiants et une foule, c'est un public à un concert, eh bien, cette personne ne pensera plus vraiment par elle-même de manière autonome parce que c'est la foule qui décide pour elle. Une foule qui a sa propre psychologie. Prenons le monde de Nemo par exemple. Quand on observe les poissons pris au piège dans le filet de pêche, on remarque qu'ils sont tous paniqués, affolés. Aucun ne reste réellement calme ou rationnel. Et bien par analogie, on considère que le filet de pêche, c'est comme la pression collective. Plus on se débat seul, plus on s'en mêle, à moins que tous ne décident ensemble de changer de direction, mais on va voir que c'est un peu plus complexe. Enfin bref, cet état, c'est ce que Lebon appelle un effacement de la personnalité consciente. Évanouissement de la personnalité consciente, prédominance de la personnalité inconsciente, l'individu n'est plus lui-même, mais un automate que sa volonté est devenue impuissante à guider. Dans la psychologie des foules, il y a une règle importante à comprendre. La foule est extrêmement sensible aux émotions et a du mal à réfléchir. Elle n'est pas rationnelle, voire elle est plutôt médiocre sur le plan du raisonnement. Elle pense souvent en mode binaire. Oui ou non, bien ou mal, ami ou ennemi. Les discours qui s'adressent à elle ne parlent pas à l'intelligence individuelle, mais directement aux émotions de la foule. On va prendre là un autre exemple. Un présentateur ou un journaliste qui dit « L'agresseur était en situation irrégulière, active inconsciemment ou pas, un raccourci mental simple, étranger égale danger. » Alors tu me diras, pourquoi ? Parce que la peur est un moteur extrêmement puissant dans la psychologie des foules. Elle active l'instinct de survie, simplifie la réalité, soude le groupe, paralyse la réflexion, divise et pousse la foule à réagir rapidement, sans nuance ni contrôle. La foule est instinctivement portée à la peur. C'est la peur qui, le plus souvent, guide ses actes. La peur d'un ennemi réel ou imaginaire, la peur du changement ou la peur des idées nouvelles. Lebon identifie deux forces principales qui influencent le comportement et la psychologie de la foule. Dans une foule, certains gestes, images ou mots agissent comme des déclencheurs automatiques. C'est le cas de... Ils réveillent en chacun d'entre nous des émotions fortes, notamment par le biais de neurococktails et font sauter la réflexion. Dans le monde de Nemo, à un moment donné, Marin dit ça. Nagez tous ensemble vers le fond! Vous comprenez ce que je vous dis? Nagez vers le fond! La foule ne réfléchit pas s'il faut nager ou pas, ils le font. Sur le même registre, les slogans de propagande agissent par ce même biais, court, répétitif, facile à retenir et surtout chargé d'émotions. Leur but, c'est de faire réagir, de pousser l'énergie collective au-delà de l'énergie individuelle. Et dans cette dynamique, il y a souvent un élément déclencheur. En règle générale, c'est le fameux lanceur d'opinion qui ouvre la voie. Et à partir de là, 3 procédés fonctionnent particulièrement bien pour modifier les paradigmes de la foule. Ah bon ? Comme un mauvais escient. L'affirmation, la répétition et la contagion. Prenons un exemple médiatique controversé. En 2021, Éric Zemmour affirme que le grand remplacement est une réalité observable en France. C'est une suggestion au départ, puis il l'affirme, ensuite il le répète, ses alliés le répètent, ses partisans le répètent, et peu à peu, la contagion s'installe dans le monde social. Il n'existe aucune preuve scientifique ou donnée démographique légitime qui confirme la théorie du grand remplacement. Et pourtant, 61% des Français pensent que cette théorie décrit une réalité, et 67% s'en inquiètent. La puissance émotionnelle de certains mots martelés dans l'espace politico-médiatique finit par court-circuiter la réflexion, surtout quand on va pas se documenter sur le sujet. Alors, je vais pas trop m'attarder sur ce point, mais sous toutes ces réactions, en gros, il existe des causes profondes, des croyances, peurs et valeurs partagées, mais souvent inconscientes, conditionnées en partie par les institutions, l'école et même l'éducation. On appelle ça des prédispositions latentes, qui existent dans la société et dans chaque individu prêt à se réveiller. Elles ne déclenchent pas directement la foule, mais expliquent pourquoi certains discours ou idées trouvent un terrain fertile et s'amplifient rapidement. Par exemple, si une société se nourrit comme ça à la crainte de l'islam ou de la radicalisation sans dépasser certains a priori en se documentant sur le sujet par exemple, alors le simple fait de voir une femme voilée dans un espace public peut, pour certains, déclencher une vague de peur, de rejet collectif ou d'hostilité violente totalement disproportionnée face à la réalité du signe en lui-même. Il suffit simplement de regarder les discours actuels et de les juxtaposer aux violences envers les femmes portant un voile et ça devient plus clair. Pour entretenir la foule a besoin d'un meneur ou d'un leader. C'est le président pour un pays ou un manager pour une équipe de travail. Alors, il y a plusieurs lectures à
à ça. Mais, très concrètement, une foule sans leader, c'est un peu le chaos. Pourquoi? Parce qu'une foule, c'est pas qu'un groupe organisé comme une classe d'étudiants. La foule, elle est composée de plein d'individus. Pour rappel, là c'est toi. Les objectifs ne sont pas toujours alignés et en plus réagissent avec leurs émotions, souvent dans l'instant. S'il n'y a personne pour cadrer, orienter ou canaliser tout ça, bah ça part en couille. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un leader, pas forcément un chef autoritaire, mais quelqu'un qui donne une direction. À y repenser, ni Nemo ni Marin n'argumentent vraiment pour que le banc de sardines plonge pour faire basculer le bateau. Parce que le meneur n'a pas réellement besoin d'argumenter, il agit sur l'imaginaire, pas sur la raison. Il n'essaye pas de convaincre parce qu'on l'a dit, il y a 3 grands procédés, affirmation, répétition et contagion. Nemo affirme qu'il faut plonger. Il faut que tous les poissons nagent ensemble vers le fond. Sans en dire plus, il le répète. Tous ensemble, nagez tous ensemble. Marin, finalement, là-dedans, n'est qu'un relais. Son cercle proximitif relaie d'abord le message, puis le second cercle, puis la contagion s'installe au reste du groupe. Et ben en plus de ces 3 grands procédés, t'auras sûrement compris, il y en a un 4e et pas des moindres, c'est le prestige. Le pouvoir du meneur ne vient pas de la logique de ses arguments, mais du pouvoir symbolique qu'on lui attribue. Ce n'est pas tant ce qu'il dit qui compte, mais ce qu'il incarne. Ça peut être une autorité, une réussite, une force ou un idéal. Son influence repose sur l'aura qu'il dégage, parfois même malgré l'absurdité de ses propos. Le meneur ou leader parle à l'imagination de la foule, parce que dans la foule, le prestige hypnotise et le raisonnement s'efface devant la fascination. L'influence des chefs est très peu due à leur argument, mais dans une large mesure à leur prestige. Connaître l'art d'impressionner leur imagination, c'est connaître l'art de les gouverner. La foule a des instincts primaires qui peuvent court-circuiter la conscience morale et ça peut être destructeur. Dans une foule en fait, des personnes ordinaires peuvent devenir violents, cruels, voire criminels, non par méchanceté mais par dissolution de la responsabilité. L'homme dans la foule descend plusieurs degrés dans l'échelle de la civilisation, isolé il peut être cultivé, en foule il redevient instinctif et barbare. Mais alors attention, le bon dit aussi que la foule peut s'élever, elle peut être héroïque, se sacrifier pour une cause ou accomplir des actes de courage que personne n'aurait tenté seul. En fait, elle amplifie toujours le pire comme le meilleur. Je pense que c'est important d'insister dessus, mais l'individu devient capable de commettre des actes qu'il n'oserait jamais oser seul. On va le voir de manière symbolique. Pris de panique, les poissons s'agitent dans tous les sens, obéissant à la peur, au réflexe de survie. Mais cette agitation nourrit leur propre piège. Plus ils se débattent chacun pour soi, plus le filet se referme. C'est une image forte. La foule désorganisée, livrée à ses pulsions, devient sa propre prison. Chacun pense agir pour se sauver, mais ensemble, ils ne font que creuser leur chute. C'est exactement ce que le bon dit. Dans la panique collective, l'intelligence s'efface, l'instinct comme celui de survie prend le dessus et l'on peut glisser sans s'en rendre compte vers des actes destructeurs. Et si dans le film, la foule, enfin les sardines, finit par s'en sortir, c'est uniquement lorsqu'elle retrouve une direction commune, un mot d'ordre, une voix, et là c'était, eh bien, grâce à un leader. Sans ça, il y en aurait eu au moins un qui aurait fini dans mon assiette. Alors, quelques nuances quand même. Gustave Le Bon a écrit son livre au 19e siècle et avait surtout une vision très pessimiste de la foule, la voyant surtout comme impulsive et irrationnelle, sans place pour l'entraide ou la solidarité. Mais ses écrits restent influents, notamment à l'ère du numérique, même si aujourd'hui on sait que beaucoup de foules savent aussi s'organiser et rester solidaires. Je pense par exemple aux populations qui se mobilisent et se coordonnent lors de famines ou de génocides sur leur territoire, où l'entraide et la solidarité prennent souvent le pas sur la peur ou le chaos. Même quand il n'y a plus rien à manger, même en l'absence de figures distinctives, comme à Gaza par exemple. Autre nuance, il semblerait, et alors là je vais prendre de très grandes pincettes, que certaines personnes, comme celles présentant un spectre autistique, les personnes à haut potentiel, au profil complexe, ou même certains profils très analytiques, soient moins sensibles à ce genre de mécanisme de contagion émotionnelle. Pas parce qu'elles seraient supérieures, mais parce qu'elles ont souvent une distance naturelle avec le groupe, une hypervigilance ou une difficulté à se synchroniser émotionnellement avec la masse. Même si, attention, résister à la foule n'est pas qu'une question de psychologie individuelle, c'est aussi une question d'éducation, de culture et de contexte social. Il y a des environnements où on apprend à douter et à questionner, et d'autres où on apprend à obéir et à suivre. Ce n'est donc pas simplement une affaire de cerveau différent, c'est aussi une affaire de structure collective. Et peut-être que la vraie question, c'est quelles conditions faut-il pour qu'un individu reste une conscience dans la foule? Qu'est-ce qui fait qu'on pense encore quand on résiste, qu'on se retient? La foule, elle n'a pas ce luxe. Mais nous, individuellement, si. Finalement, le bateau face au banc de sardines n'est rien. Et voilà ce qui l'effraie, la cohésion et l'entraide de la foule. Je vous laisse choisir le prochain livre en story Insta, c'est ciao!